Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'obésité. On estime à 17% de la population adulte française qui est atteinte d'obésité, ce qui va représenter 8 millions de personnes en France. C'est actuellement une véritable pandémie. Pas uniquement française, mondiale également. Et l'obésité a des conséquences sur une multitude d'organes, sur la quasi-totalité. En 10 ans, le recours à la chirurgie bariatrique a été multiplié par 4. Il était autour de 15 000 en 2006 pour être à 68 000 actes de chirurgie bariatrique en 2017. Alors pour autant, il existe des procédures qui sont moins invasives comme le ballon gastrique et c'est le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui avec le docteur Bastide qui est hépatogastro-entérologue et aussi avec Jonathan Bastide qui est, bonjour, praticien en hypnose. Dans cette émission, nous allons également nous intéresser aux causes psychologiques du surpoids et au potentiel de l'hypnose dans la prise en charge globale de l'obésité. Mais avant de débattre avec nos invités, je vous propose de regarder un reportage d'un patient qui a testé la technique du ballon gastrique. Et c'est un reportage réalisé par Patrice Loez et Fanny Mancini. J'ai toujours été en surpoids depuis le plus jeune âge. Et j'ai fait une grosse prise de poids il y a maintenant 1 an de ça. Les régimes, ça ne marche pas pour moi. J'en ai fait beaucoup et je reprenais, à tout le poids que je perdais, je reprenais ce poids-là avec un petit bonus en prime. Quand j'ai décidé de prendre ce problème en main, je me suis renseigné sur beaucoup de techniques, et notamment la sleeve ou l'anneau gastrique. Et il était pour moi impensable d'avoir quelque chose de définitif et surtout de chirurgical. La pose du ballon, ça dure en tout et pour tout à peu près 1/4 d'heure. Ça se passe dans une salle de radiographie à l'hôpital et il faut avaler le ballon sous contrôle radio. Ça dure un petit quart d'heure. C'est un petit quart d'heure qui est désagréable mais qui n'est pas douloureux. Le ballon, on ne le sent absolument pas. Enfin, moi, je ne l'ai jamais senti dans mon corps. En termes de sensation de faim, ça a énormément réduit ma sensation de faim. Je mangeais dans une assiette à dessert 2 repas par jour ou 3 repas par jour et sans jamais avoir plus faim que ça. Les premiers jours sont extraordinaires parce qu'on fait quelques jours de jeûne, donc on perd très rapidement du poids. Le premier mois, on perd énormément de poids aussi. Et après, on rentre dans le deuxième mois. Le deuxième mois, c'est un mois de stabilisation où on perd un petit peu moins de poids. Donc c'est là qu'il faut s'accrocher et les 2 autres mois suivants, on repère le même poids que le premier mois, donc c'est très motivant. Le ballon, il a été posé fin juin et 4 mois après, il a été éliminé naturellement dans les selles et j'ai perdu à peu près 18 kg, environ 18 kg. Pour ne pas reprendre le poids que j'ai perdu, ma stratégie, ça a été de continuer le sport et d'adapter toujours mon alimentation en mangeant équilibré et surtout en ne grignotant pas pendant les repas. Quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette démarche, je lui donnerai comme conseil de bien se renseigner, regarder toutes les techniques qui sont offertes à l'heure actuelle sur le marché pour pouvoir perdre du poids. Moi, j'ai choisi le ballon, notamment le ballon Allurion parce qu'il est d'une durée de 4 mois et il est surtout absolument pas invasif comme technique, c'est-à-dire qu'on l'avale et il s'élimine naturellement, donc il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Voilà, moi j'en suis très content. Le conseil que je pourrais donner, c'est de pratiquer du sport pendant qu'on a le ballon et voilà, d'avoir une activité sportive régulière et surtout de bien suivre l'accompagnement qui est prescrit avec le ballon. Il y a un accompagnement qui est très complet et qui permet de bien être accompagné et d'avoir confiance dans la démarche qu'on fait. Nous voici de retour donc sur le plateau d'Atout Santé. Docteur Bastide, pourquoi est-il aussi important aujourd'hui de parler de l'obésité et de sa prise en charge ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est effectivement une pandémie qui est mondiale. L'OMS a estimé en 2015 qu'il y avait 2,3 milliards d'individus qui étaient en surpoids, dont 700 millions d'obèses. C'est colossal. À titre indicatif, il y a un pays au monde qui est les îles Vanuatu où l'index moyen de masse corporelle est déjà dans l'obésité à 30,2. Donc ça veut bien dire que de plus en plus, il y a une augmentation du poids moyen de la population. Un exemple, la société Airbus, sur ses nouveaux avions, fait des sièges plus larges parce que, tout simplement, le poids de ces voyageurs a augmenté. Donc, c'est une vraie problématique qui est mondiale, d'autant qu'elle concerne la santé des individus. Le surpoids et l'obésité, ça a des inconvénients sur tous les organes,
Par exemple, il y a un travail de chirurgie bariatrique qui a montré que la vision s'améliorait après la perte de poids. Ça veut dire que même au niveau de la microvascularisation rétinienne, eh bien, on a avantage à perdre du poids. Il n'y a en fait aucun organe qui tire profit d'un excès de poids. Justement, vous évoquez la chirurgie bariatrique. Peut-être donner en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire la chirurgie bariatrique et quelles sont les principales techniques proposées à l'heure actuelle? Alors, la chirurgie bariatrique, il y a des procédés nouveaux. Il y a environ 70 000 procédures qui sont réalisées en France chaque année, enfin actuellement. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, le nombre ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'à l'heure actuelle, plus de la moitié des indications de chirurgie bariatrique sont des indications de révision, c'est-à-dire que le patient a été opéré une première fois, puis une deuxième, voire une troisième. Par exemple, il a au départ un anneau, puis une réduction de l'estomac, ça s'appelle une sleeve, puis un bypass. Donc ça souligne le fait que la chirurgie n'est pas une solution définitive et n'est pas une solution suffisante. Et c'est pourquoi le ballon avec une prise en charge globale peut représenter une alternative qui est très intéressante. Ben justement, peut-être vous pouvez nous décrire ce que c'est le ballon gastrique temporaire? Alors, le ballon gastrique, c'est le fait de glisser un ballon par voie orale au niveau de l'estomac. Donc la technique du ballon, ça existe depuis de nombreuses années. Il y a plusieurs ballons qui sont disponibles avec des durées de pause qui vont de 4 mois à 12 mois. Mais ce qui est très intéressant sur le plan, c'est une véritable révolution technologique, c'est que le ballon ellipse allurion permet une pause sans endoscopie, sans anesthésie générale, sans chirurgie, sans hospitalisation, sans immobilisation, et de même le retrait l'évacuation se fait spontanément. Donc c'est ce ballon qui est vraiment une approche technologique très intéressante et différente, qui est mini-invasive, et c'est pourquoi elle s'associe très bien à une prise en charge globale de l'individu. Je crois que vous l'avez amené avec vous, peut-être on pourrait le montrer à nos téléspectateurs. Alors voilà la taille du ballon. En fait, c'est une grosse bouchée de viande à avaler et on peut noter que ce ballon est d'une technicité incroyable. Le raccord de remplissage qui est un petit cheveu, et une fois qu'il a été glissé au niveau de la cavité buccale, on s'assure en faisant boire le patient avec des mouvements de déglutition que le ballon descend bien dans l'estomac. On vérifie avec une simple radiographie qu'il est bien placé, puis on le remplit, il y a un système de manomètre, tout ça est très bien rodé, et le ballon devient donc, cette petite chose, devient ce ballon qui est à ce moment-là désaccouplé du raccord de remplissage, et le ballon devient libre dans la cavité gastrique. Et puis après, au bout de 16 semaines, il va s'éliminer spontanément. Est-ce qu'il y a des indications particulières pour ce ballon par rapport aux autres méthodes, justement ? Alors, le ballon gastrique a toute sa place dès lors que le patient a essuyé plusieurs échecs. Et ça veut dire qu'il y a un moment où les échecs des régimes, ça devient d'abord une perte de la confiance qu'on peut avoir en soi-même. Et en plus, ça a un effet négatif sur la physiologie de l'organisme. Et il y a sur ce sujet un travail qui est très intéressant, qui est dérangeant même, qui a été publié en Finlande sur des vrais jumeaux. On a étudié plus de 4000 paires de jumeaux, des jumeaux qui ont exactement le même bagage génétique, et on s'est rendu compte que plus il y a de régimes, plus il y a un excès de poids qui augmente. Ça veut bien dire qu'il y a un moment où les régimes, ça ne suffit pas. Les régimes peuvent avoir un effet délétère. De plus, quand il y a une reprise du poids après l'échec d'un régime, il y a une augmentation du stress oxydatif au niveau des cellules et ça favorise le vieillissement cellulaire. D'accord. Et est-ce qu'il existe des risques et des contre-indications à utiliser le ballon gastrique? Alors, bien entendu, donc, le ballon gastrique a sa place dès lors qu'on s'adresse à un patient qui a un index de masse corporelle au-delà de 27. Ça n'est pas pertinent sur un index de moins de 27, en rappelant que les valeurs normales, c'est entre 18 et 25, et qu'entre 25 et 30, ça s'appelle le surpoids, l'obésité étant définie par l'OMS au-delà de 30. Donc le ballon prend sa place à partir de 27, sans qu'il y ait de limite maximale. Le ballon, ça va permettre de proposer une solution mini-invasive, avec une prise de risque minimale, et ça va permettre de représenter, dans certaines conditions, une alternative à la chirurgie conventionnelle. Et les contre-indications à l'utilisation, est-ce qu'il en existe ? Les contre-indications, il en existe. C'est bien entendu les antécédents de chirurgie gastrique antérieurement.
de sleeve, bien sûr, puisque la sleeve, on a donc amputé une partie de l'estomac, donc on a fragilisé la paroi, donc on ne va pas mettre un ballon qui va distendre cette cicatrice. Le traitement anticoagulant, les affections qui sont intercurrentes, donc à chaque fois c'est une discussion au cas par cas entre l'équipe soignante et le patient. En moyenne, là, le patient dans le reportage avait perdu donc 16 kg ou 18 kg en quelques mois. Quelle est la perte de poids moyenne des patients? Alors la perte de poids moyenne, d'abord elle est fonction de l'excès de poids qu'on cherche à avoir, étant entendu que plus il y a un excès de poids important, plus on va rapidement perdre de poids. Mais au-delà du chiffre qu'on peut situer entre 12 et 17 kilos par cette méthode, ce qui est intéressant, c'est de s'inscrire dans la durée et de poursuivre le résultat, autrement dit d'éviter la reprise de poids après l'évacuation du ballon. Et là, vous conseillez quoi comme technique aux patients? Donc le jeune homme du reportage parlait de continuer le sport, de modifier un peu l'alimentation. Exactement. C'est une prise en charge globale de l'individu, c'est-à-dire la reprise de l'activité physique, une prise en charge nutritionnelle et surtout une prise en charge émotionnelle, psychologique, comportementaliste. Et c'est l'intérêt d'associer le ballon à l'hypnothérapie. Très bien. Nous allons en parler juste après. Est-ce qu'il y a des situations où ça ne va pas du tout suffire aux patients, où il y a des échecs de perte de poids en utilisant le ballon? Bien entendu. Donc, c'est pourquoi ça souligne la nécessité de d'abord clairement informer le patient, tester sa motivation et l'impliquer dans cette démarche. Et on se rend compte en fait que lorsque, dans son expérience de praticien, eh bien, les résultats s'améliorent sans cesse. Non pas que la technique soit différente, mais c'est parce que l'approche et la prise en charge du patient s'améliorent au fil du temps. Donc ça souligne en particulier le fait que l'implication du patient est essentielle dans la démarche. Très bien. Donc comme nous venons de l'évoquer, il n'y a pas de solution miracle à l'obésité qui nécessite donc une prise en charge globale. Nous allons continuer sur ce thème. Mais avant d'aller plus loin, nous vous proposons de visionner le prochain reportage qui a rencontré donc un psychiatre qui va parler des causes psychologiques du surpoids et de l'importance de la prise en charge quand on est dans une démarche de perte de poids. Donc voici un reportage proposé par Patrice Loez et Laurence Ferry. Il y a deux sortes d'obésité. Il y a l'obésité précoce chez l'enfant, qui est le plus souvent de cause endocrinologique et héréditaire. Et puis il y a l'obésité plus tardive chez le grand enfant et chez l'adolescent. Le profil psychologique, pour faire simple, disons, il est lié à la relation mère-enfant. Quand le petit enfant mange beaucoup, il y a soit une mère qui favorise ça, qui n'a pas de limite, et l'enfant qui est souvent moqué dans le milieu scolaire va trouver refuge chez sa mère qui continue à accepter son alimentation hyperphagique, c'est-à-dire son alimentation dévorante. Et c'est un cercle vicieux dans lequel cette relation exclusive à la mère va amener aussi une régression du développement psycho-affectif. Puis il y a le deuxième cas, donc l'obésité plus tardive chez le grand enfant ou chez l'adolescent, qui n'a pas obligatoirement des causes endocrinologiques, mais qui est liée à des conflits affectifs, liés soit à la puberté, soit à des problèmes d'adolescents, relations avec les parents, relations avec les copains. Je ne parle pas de maladies mentales psychiatriques. Et qui va amener ces troubles de l'image de soi par rapport à la puberté, par rapport aux autres de son âge, va amener un comportement hyperphagique. Les chirurgies bariatriques, quelles qu'elles soient, arrivent toujours après des régimes alimentaires avec des suivis par des endocrinologues, des nutritionnistes qui ont été voués à l'échec. Mais quand on arrive à l'indication d'une chirurgie bariatrique, obligatoirement la consultation psychiatrique va peut-être déclencher sur le sujet l'idée qu'il y a d'autres causes que simplement la nourriture comme cause exclusive à son malaise. Les autres causes peuvent être diverses, anxiété, dépression, souvent on trouve des troubles obsessionnels aussi, compulsifs, qui sont associés, et des troubles névrotiques variés. Le but quand même, c'est d'éliminer une cause de maladie mentale vraie. Parce qu'une chirurgie chez un schizophrène, c'est pas anodin. Nous voici de retour donc sur le plateau d'Atout Santé. Alors pour enchaîner avec le reportage, Dr Bastide, est-ce que vous pensez que toute démarche de perte de poids, sans tenir compte justement des causes psychologiques, émotionnelles, est vouée à l'échec? Alors,
D'abord, on sait très bien qu'il y a sans cesse de nouvelles propositions de régime. Donc ça veut bien dire que si un régime marchait très bien, il n'y aurait pas besoin d'en proposer régulièrement des nouveaux. Donc les régimes sont quelque part souvent voués à l'échec. Et c'est du fait de la répétition et des échecs des régimes successifs que le ballon prend alors à ce moment-là toute sa place pour casser la courbe de poids et après accompagner le patient dans sa démarche de perte de poids. Et dans le cadre des patients que vous suivez, est-ce que vous leur conseillez toujours justement de faire ce suivi psychologique ? Oui, il est essentiel, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens une manœuvre bariatrique, qu'elle soit chirurgicale ou endoscopique ou maintenant sans endoscopie, ça n'a pas de sens isolé. Ça n'a de pertinence que dans une globalité et pour pouvoir en faire en sorte qu'on s'inscrive dans la durée et qu'il n'y ait pas de reprise de poids après l'élimination du ballon. Très bien. Et justement, dans cette idée de prise en charge globale du patient, donc nous allons maintenant parler de l'hypnose. Donc Jonathan Bastide, vous êtes praticien en hypnose. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'hypnothérapie ? Bien sûr. L'hypnothérapie, je pense que c'est simplement l'idée d'accompagner quelqu'un vers un objectif en se servant de l'outil qu'est l'hypnose. Cet outil qui est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et puis ça peut être dans une recherche d'un objectif qui peut être très large. Aujourd'hui, on est là pour parler d'amincissement. Donc l'idée, c'est de se servir de l'hypnose comme un outil simplement pour accompagner. Beaucoup de gens viennent chercher l'hypnothérapie en imaginant qu'on va parler un petit peu de programmation, un petit peu comme si on était un ordinateur qui aurait une mise à jour à faire. L'image que j'aime bien apporter aux gens, c'est que bien souvent, une personne vient chercher un réglage dans l'inconscient, alors que du point de vue du thérapeute, c'est bien souvent des croyances limitantes qui doivent s'ouvrir. Et donc l'hypnose, c'est un super outil de remise en question. Ça ressemble souvent un petit peu comme un coup d'électricité. Très bien. Comment se déroule une séance d'hypnose ? Alors, la première consultation, en général, on prend beaucoup de temps pour discuter, créer une relation de confiance. L'hypnose, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, mais il y a un élément dans la recette de cuisine qui est indispensable, c'est une confiance mutuelle. Et ça, c'est jamais gagné, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du point de vue du client vers le thérapeute, mais c'est dans les deux sens. Donc la première consultation est souvent dédiée à créer une relation de confiance, à s'initier un petit peu, à ouvrir et puis créer des phénomènes hypnotiques pour que les gens s'aperçoivent à quel point c'est simple. Et ensuite, par la suite, bien souvent, une fois qu'on a bien déterminé l'objectif, je vais chercher à accompagner la personne dans un état un peu plus profond d'hypnose. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de protocoles différents. Ce sera vraiment adapté au patient. Exactement, et en fonction de chaque cas de figure. Très bien. Et alors du coup, si on reprend dans le cadre de l'hypnose, dans le cadre de la perte de poids et du ballon, que proposez-vous aux patients ? Est-ce que, j'ai compris que c'était adapté à chaque personne, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous informer ? Pour vous donner des exemples concrets, ça peut être simplement d'accompagner une personne vers l'objectif de se remettre en activité physique plus régulière. Ça peut être l'objectif de prendre un peu plus de temps pour soi, s'accorder un peu plus de temps pour cuisiner un peu plus correctement. On peut aborder les choses de plein de manières différentes. Souvent, on va parler des choses rationnelles, le sommeil, l'activité physique. Évidemment, mon rôle à moi, là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on parle de compulsion, d'addiction. Là où l'hypnose est absolument géniale, c'est bien souvent ce qu'on va catégoriser dans la catégorie des kilos émotionnels, qui seraient des kilos qui n'auraient pas de raison d'existence. Et à ce moment-là, l'hypnose, à mon avis, est un outil très pertinent. Et vous les revoyez en moyenne à quel rythme, vos patients ? Alors c'est toujours très ponctuel, il y a un petit côté... on garde le côté un petit peu magique, en tout cas c'est ma manière de faire les choses, donc c'est très ponctuel et on parle souvent de 3 à 4 consultations. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. On va revenir juste sur le ballon Ellipse. Vous pouvez nous parler du programme Ellipse ? Alors l'intérêt du ballon Ellipse, c'est qu'effectivement il est intégré dans un programme pour faire en sorte que, bien sûr, on casse la courbe de poids pendant les 16 semaines de pause, mais ce qui est très important ensuite, c'est de poursuivre la décroissance du poids. Et dans ce programme, il y a la reprise de l'activité physique, il y a bien sûr une prise en charge nutritionnelle et diététique, et puis il y a l'accompagnement par l'hypnothérapie, comme on vient de le dire, qui prend en considération les causes, souvent inconscientes, de la prise de poids. Et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter les résultats. Ça veut dire en clair que ce n'est pas tellement la durée de pause du ballon qui est importante. Le ballon est utilisé pour casser la courbe de poids, redonner confiance au patient, et après on l'accompagne et on poursuit le résultat. Vous pouvez nous parler j'imagine, je ne sais pas si c'est pris en charge par la Sécurité sociale ou pas, quel est le coût de cette procédure ? Alors, il n'y a aucune prise en charge par la Sécurité sociale.
D'abord, pour information, en dessous d'un index de masse corporelle de 40, il n'y a pas de prise en charge pour rien. Entre 35 et 40, il y a, sous réserve de l'obtention d'une comorbidité, une commission, la prise en charge pour la chirurgie bariatrique conventionnelle, mais dans tous les cas, en dessous de 35, il n'y a jamais de prise en charge. Les tutelles considérant que ça relève de l'esthétique. Donc, il n'y a pas de prise en charge. Le coût de la procédure, c'est environ 3 000 €. Ça va, dans certaines villes comme à Paris, au-delà de 4 000 €. Mais ça comprend donc la mise en place du ballon, la remise d'une montre connectée qui permet de garder le contact entre le patient et le praticien. De la même façon, il y a une balance qui est connectée sur Internet, ce qui fait qu'on a en permanence le contrôle de la perte de poids du patient. Donc merci à nos intervenants pour toutes les informations que vous avez apportées à nos téléspectateurs. Donc c'est la fin d'Atout Santé. Merci justement à nos téléspectateurs de nous suivre et vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Vous pouvez revisionner les émissions sur la chaîne YouTube Atout Santé et poser vos questions ou apporter vos commentaires sur les réseaux sociaux de la chaîne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé.